Notre CA du vendredi avec Yvan Clich, chercheur en énergie au Cerium, et Chris Alexander, ancien ministre fédéral de l'Immigration, ancien diplomate et ambassadeur du Canada en Russie. Messieurs, bonsoir. 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 Alors, nous parlons ce soir, bien sûr, parce que le président Zelensky est au Canada depuis 1 an et demi, depuis 576 jours de guerre. Maintenant, les choses ont quand même changé sur la planète économique, la planète diplomatique, politique. Chris Alexander, je commence avec vous. Qu'est-ce que Volodymyr Zelensky vient chercher ces jours-ci à Washington hier, à Ottawa aujourd'hui? Mais je pense que Ottawa, c'était un discours historique devant les communes. C'est une visite très importante à cause du potentiel du Canada sur tous les niveaux. Grande diaspora ukrainienne qui fait beaucoup pour soutenir la défense de l'Ukraine, mais dont les possibilités n'ont pas été épuisées jusqu'à présent. Un gouvernement, un allié qui fait beaucoup, mais qui peut faire plus, et une législature qui est ouverte à ces paroles. On a vu que le Congrès américain s'est fermé les portes à Volodymyr Zelensky. Il était là il y a quelques mois devant le Congrès américain, mais cette fois-ci, un peu plus de difficultés. Donc, une visite très importante à Ottawa à cause des complications à Washington et à cause des difficultés sur le terrain de bataille en Ukraine. Ouais. On a besoin de tous les alliés possibles et le Canada en est un important. Mais 650 millions en aide militaire supplémentaire, ça porte notre soutien total à près de 10 milliards. Est-ce que l'aide canadienne, Chris Alexander, est à la hauteur selon vous? Pas encore. Notre budget pour la défense nationale est plus de 35 milliards de dollars, si je ne me trompe pas. Un pays comme le Danemark, beaucoup plus petit que le Canada, est en train d'octroyer tout son budget de la défense à l'Ukraine cette année. Les États-Unis font beaucoup plus que nous. Plusieurs pays européens, même des pays plus petits, font plus que nous. Avec notre relation spéciale avec l'Ukraine, on a le potentiel, la possibilité de faire plus, et ça compterait beaucoup sur le champ de bataille en Ukraine. Je pense que c'est ça qu'on s'attend de nous. Yvan Clich, les impacts de la guerre en Ukraine sur l'économie mondiale sont quand même très, très importants, sont immenses même. Et au cœur de tout cela, il y a l'énergie. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé depuis février 2022? Moi, je vous dirais 3 choses. Il y aura un avant et un après 2022, clairement. Ça a été la pire crise énergétique de l'histoire moderne, dit l'Agence internationale de l'énergie. Toute une série d'événements singuliers, l'utilisation historique des réserves de pétrole aux États-Unis, la multiplication par 6 des prix de l'énergie en Europe, les pétrolières qui font des profits absolument records. Mais moi, je retiens aussi, c'est la fin d'une idée, celle où on pouvait, via l'énergie notamment et par le commerce, amener la paix entre des pays qui étaient potentiellement, qui ne partageaient pas nécessairement les mêmes valeurs. Rappelons-nous que dans les années 70, notamment en Allemagne, il y avait cette idée que si on achète du gaz russe, qui profite de nos technologies et que par la suite, ils engrangent des revenus importants, ça allait créer une mutualité d'intérêts si forte qu'il ne pourrait pas y avoir de conflit. Les Américains ont toujours été frontalement opposés à cette idée. Ça a amené une vulnérabilité de l'Europe envers l'énergie, une espèce d'aveuglement sur le fait qu'il ne pouvait pas arriver de conflit. Cette idée-là allait voler complètement en éclats. Le dernier élément que moi je retiens, c'est le télescopage des événements. Même s'il y a des événements qui se passent en Europe, il y a des effets concrets même ici au Québec. Rappelons-nous, Hydro-Québec a dégagé un profit record en 2022 en raison d'une guerre en Europe parce que les prix du gaz ont augmenté beaucoup aux États-Unis. Les États-Unis ont pris une grande partie de leur gaz et l'ont envoyé en Europe pour combler le déficit d'approvisionnement de la Russie. Donc, résultat, les prix ont augmenté. Et comme notre principal compétiteur sur le marché américain, c'est le gaz, parce que le gaz sert à la production d'électricité, ça fait en sorte qu'Hydro-Québec, profitant de ses prix plus élevés, a vendu à des prix records son électricité aux États-Unis et a dégagé un profit historique dans ses quelques 75 ans et plus d'existence. Intéressant de voir que ce qui se passe là a des impacts jusqu'à Hydro-Québec. Je reviens à vous, Chris Alexander. Dans quelle mesure la guerre affaiblit l'Ukraine sur le plan économique? Est-ce que vous vous expliquez
que cet État-là, même si le PIB a quand même beaucoup chuté l'an passé, mais ne s'écroule pas, qu'il y a beaucoup d'entreprises qui continuent à faire des affaires, que malgré toutes les conditions de vie qui sont abominables pour bien des Ukrainiens, bien, tous les Ukrainiens ne meurent pas de faim finalement. Qu'est-ce qui explique la résilience de l'Ukraine? Mais il est très difficile de faire le bilan exact d'une économie en état de guerre, parce que les statistiques classiques ne reflètent pas la réalité nécessairement. Bien sûr, il y a eu une chute dans l'activité économique généralisée en Ukraine, mais il y a aussi, comme vous le dites très, très correctement, un resserrement de la société autour de cet grand enjeu de la guerre. On appuie les soldats sur le front. La morale des soldats sur le front est supérieure à celle des Russes. Ça, tout le monde le dit, tout le monde le reconnaît. Le gouvernement prend le dessus sur toute autre activité, mais on a aussi un côté très innovateur en Ukraine, des petites entreprises qui orientent leur travail maintenant et leur innovation vers la guerre. Et les observateurs, The Economist, Le Monde, tout le monde constate que l'art de la guerre est en train d'évoluer, de changer à cause de ce qui se fait en Ukraine. Donc, c'est une économie à suivre. C'est une source de dynamisme et d'innovation malgré la guerre. Mais c'est un pays sous beaucoup de pression à cause des attaques continue du côté de la Russie. La Russie, absolument. Monsieur Clich, du côté de la Russie, justement, les affaires ont continué avec des soubresauts, bien sûr. Vers qui et dans quelles conditions l'État pétrolier qui est la Russie réussit finalement à continuer son commerce en matière d'énergie? Bien, la Russie, c'est quand même historique, a perdu un marché traditionnel, un marché de très longue date qui était l'Europe et aussi les pays occidentaux. On le sait, les pays occidentaux ont établi des sanctions. Donc, on dit, nous, on n'achète plus de pétrole russe. Les Européens, du côté du gaz aussi, ont diminué considérablement également leur achat de gaz russe. Ils veulent s'en débarrasser complètement en 2027. Et ils ont aussi établi des sanctions sur le prix du pétrole russe qui était transporté par des bateaux maritimes qui appartiennent à des compagnies occidentales. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les Russes? Bien, ils se sont tournés vers l'Asie. Alors, ils ont vendu beaucoup plus de pétrole, notamment en Inde, en Chine et en Turquie. Je donne un simple chiffre. En 2021, l'Inde importait seulement 2 de son pétrole de la Russie et en 2022, ça a monté à 20 Donc, c'était un changement spectaculaire. Mais qu'est-ce que ça a fait en sorte? C'est que ça a placé la Russie dans une situation de faiblesse parce que les pays acheteurs le savaient, qu'elle avait perdu des marchés. Donc, ils ont pu obtenir des prix fort intéressants, des prix qui étaient moindres que ceux qui étaient pratiqués auparavant. Ouais. Mais la Russie, maintenant, donc, est beaucoup plus, elle, s'est créée elle-même une dépendance envers les marchés asiatiques. Chris Alexander, est-ce que vous voyez une issue à moyen terme à la guerre en Ukraine? Parce qu'en ce moment, on a l'impression qu'il n'y a aucune concession qui est envisageable d'un côté comme de l'autre. La seule issue envisageable en ce moment, ça sera le résultat de ce qui se passe sur le champ de bataille. Donc, tout dépend des capacités militaires de l'Ukraine. C'est triste de le dire, mais il faut le constater, il faut le dire honnêtement. Et ici, on a encore un défi à relever. Le discours de Zelensky qui parle de la victoire, qui parle de forcer les Russes à quitter son pays, ne reflète pas entièrement, n'est pas reflété par le discours des chefs occidentaux. Biden parle d'un appui aussi longtemps que ça prendrait. M. Trudeau, même chose. Ce n'est pas le même discours. Donc, une Ukraine qui vise la victoire militaire et un Occident qui fait beaucoup, mais quand même sceptique. Et ce qu'il faut faire pour avoir une issue à cette guerre, d'après moi, c'est partager les cibles, les buts, la volonté de Zelensky et de tous les Ukrainiens. On ne peut pas passer un compromis avec un pays dans l'état où se retrouve la Russie. Il faut il faut vaincre sur le champ de bataille. Il faut les forcer à quitter la Crimée et toutes les régions occupées de l'Ukraine. Et je pense que c'est possible si on est à la hauteur de notre potentiel d'appui militaire comme allié. Vous êtes vraiment intéressants tous les deux. Merci pour cette analyse ce soir, Yvan Clich et Chris Alexander. Merci d'avoir été avec nous. Merci. Merci beaucoup. Pour
voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.